Si on revient en décembre 2022, janvier 2023, le pessimisme était rendu vraiment démesuré. Fait que l'étiquette qu'on appliquait aux grandes compagnies de technologie, c'est que la hausse de taux d'intérêt va vraiment affecter la valorisation. La croissance à tout prix, quand les entreprises dépensent sans voir la rentabilité, c'est terminé. Puis là, sine qua non, tout le secteur avait vraiment fléchi. Puis c'est là qu'on retrouvait des compagnies, à certains moments, là, à se transiger à 10 fois les profits. C'était du jamais vu. Donc moi, de mon côté, on avait vraiment pris une position dans les technologies. Puis je disais aux investisseurs, nos clients, on va aller dans les grandes technologies, du moins, parce qu'au moins, on sait que les Google, les Amazon de ce monde vont être là encore, vont passer à travers cette tempête-là dans le secteur des techs, pendant que ce qui est plus en marge, là, les venture capital, les petites capitalisations, ça restait encore à voir. Puis, finalement, l'année 2023, c'était quoi? Ça a été vraiment la surprise. C'est que d'un côté, on a vu croissance des ventes au-dessus de 10 dans ce secteur-là. Donc, malgré la hausse de taux d'intérêt, du budget publicitaire était encore présent, croissance des ventes. Mais la gestion des coûts qui avait été, je dirais pas absente des grandes compagnies technologiques, mais c'était moins la priorité, est devenue la priorité. Et là, soudainement, on a des entreprises dans les grandes compagnies de technologie, croissance des ventes combinée avec une coupure des dépenses, ça amène des bénéfices démesurés par rapport à ce qu'on avait observé dans le passé. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et cette semaine, c'est Simon Plante qui est avec nous pour terminer l'année et nous parler de ce qui s'est bien déroulé en 2023 avec l'économie, avec les marchés boursiers. Et également, on va se prêter au jeu en faisant peut-être quelques prédictions pour l'année 2024, autant au niveau, encore une fois, je le rappelle, du marché public, que peut-être également de la santé globale de l'économie québécoise et canadienne. On discutera un peu tous ensemble. Mais avant toute chose, Simon, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Je suis super content que tu me donnes le privilège de clore l'année avec toi, Antoine. Et peut-être avant de commencer de parler du marché public, toi personnellement, ton année, est-ce qu'on est content et qu'est-ce qu'on entrevoit peut-être un peu pour 2024, tes apprentissages et tout ça? Ça a été une année fort chargée. On a eu une acquisition, on a fait beaucoup d'embauches. On a vécu des enjeux d'hyper-croissance. Écoute, Ouh. je suis reconnaissant d'écouter ton podcast. Non, mais ça a été une bonne année, surtout aussi les marchés que, faut pas se cacher, 2022, ça avait été très difficile sur le marché public. Puis on a un retour assez en force, là. Donc, ça a été une année, je dirais, où que j'ai appris beaucoup. Puis, entre-temps, les vacances des fêtes vont faire du bien, là. Et en plus, ça termine bien l'année parce que là, il y a une accélération au niveau du marché public. Je regardais dans les derniers jours, on utilise souvent le terme en anglais, un rally. On dirait que c'est ce qui s'est déroulé. Les marchés sont en feu, les stocks sont en feu, encore une fois, surtout les stocks de croissance. Donc, peut-être commençons un peu avec ça, Simon. Peut-être tu pourrais juste nous dire un peu ce qui s'est déroulé dans les 2 dernières semaines et par la suite, on regardera un peu plus globalement ce qui s'est déroulé cette année. Pourquoi les marchés sont autant en feu? Pourquoi il y a autant d'accélération dans les derniers jours, dernières semaines? Ce qui s'est passé, là, on a un mois de novembre où on a un rallye dans presque toutes les catégories d'actifs. Puis ça, c'est pour rappeler à quel point les taux d'intérêt, c'est l'effet de gravité d'un marché. Donc, si je remonte au mois d'octobre, les taux d'intérêt pour les obligations 10 ans aux États-Unis étaient au nord de 5 et là, aujourd'hui, ils sont autour de 4 écarts. Puis au Canada, on a passé de 4,5 à 3,24, à peu près 3,25. Donc, c'est un repli des taux d'intérêt long terme phénoménal. Puis ça, c'est un référent pour la bourse, pour l'investissement immobilier, pour les placements à revenus fixes. Et quand tu vois une baisse de taux d'intérêt comme ça, ben ça a alimenté les marchés boursiers parce que, beaucoup de valorisations sont basées avec des données qui prennent en référence ces taux-là que j'ai mentionnés. L'autre point, c'est que le marché obligataire était plus intéressant, c'est divisant avec des taux plus élevés, fait que ça ramène des capitaux. Puis, ça donne aussi l'augure que si finalement, en 2024, on aurait vraiment une baisse du taux directeur, ben, je pense qu'il y a beaucoup de catégories d'actifs qui reprendraient de la valeur pour justement refléter ces changements-là dans les taux d'intérêt. Puis il y a Bill Ackman, célèbre investisseur aux États-Unis, qui est très connu, qui se fait très public ces temps-ci pour des raisons un petit peu plus géopolitiques. Mais si on l'amène un peu plus au niveau du marché boursier, qui lui dit que la baisse des taux directeurs, des taux d'intérêt aux États-Unis, ça serait pour le Q1 2024. Donc peut-être qu'après avoir augmenté considérablement les taux aux États-Unis, peut-être on parlera du Canada par la suite, on va voir des descentes en Q1, Q2. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages également de ton côté? Je partage l'avis que la Réserve fédérale va baisser l'année prochaine. Par contre, Q1,
Je suis pas rendu là, mais définitivement, le Canada, je pense, va être les premiers à baisser leur taux. On pourra en parler aussi, là, si tu veux, un peu au courant de cet entretien-là. Là. Fantastique. Bon, dans ce cas-là, on va regarder l'année 2023 dans son ensemble parce qu'effectivement, l'année 2022 avait été difficile sur les marchés boursiers. Beaucoup parlaient d'une récession dans le domaine technologique surtout. Il y avait eu des baisses frappantes, des titres, un qui me vient en tête et qu'on a parlé quelques fois sur le podcast, et je pense que c'est la plus belle descente et la plus belle remontée de l'année, c'est Meta, qui était passé d'une capitalisation boursière, je pense, de quasiment 1 trilliard en 2021, d'être descendu à 200-250 milliards en 2022. Et cette année, je pense qu'ils ont effacé les pertes, sont à entre 800 et 900 milliards de capitalisation boursière au moment où on se parle. Et pourquoi jamais de mettre à l'attention de notre audience aujourd'hui, c'est que cette réalité-là s'est appliquée pour beaucoup d'entreprises dans le domaine technologique et il y a eu un effet un petit peu de contagion pour les autres entreprises qui également ont eu de la difficulté en 2022. Comme de fait, en 2023, ça s'est replacé un peu. Donc, t'en fais quoi de l'année 2023? Peut-être tu pourrais nous donner un peu un portrait de tout ça par secteur d'activité? Ce qui a marqué le plus mon attention, c'est entre autres, tu en as parlé, c'est le secteur des technologies puis les grandes technologies. Si on revient en décembre 2022, janvier 2023, le pessimisme était rendu vraiment démesuré. Fait que l'étiquette qu'on appliquait aux grandes compagnies de technologie, c'est que la hausse de taux d'intérêt va vraiment affecter la valorisation. Puis la croissance à tout prix, quand les entreprises dépensent sans voir la rentabilité, c'est terminé. Sine qua non, tout le secteur avait vraiment fléchi. Puis c'est là qu'on retrouvait des compagnies, tu parlais de Meta, mais à certains moments, là, elle se transigeait à 10 fois les profits. C'était du jamais vu. Donc, moi, de mon côté, on avait vraiment pris une position dans les technologies. Puis je disais aux investisseurs, nos clients, on va aller dans les grandes technologies du moins, parce qu'au moins, on sait que Microsoft, les Google, les Amazon de ce monde vont être là encore, vont passer à travers cette tempête-là dans le secteur des techs, pendant que ce qui est plus en marge, là, les venture capital, les petites capitalisations, ça reste encore à voir. Puis, finalement, l'année 2023, c'était quoi? Ça a été vraiment la surprise. C'est que d'un côté, on a vu croissance des ventes au-dessus de 10 dans ce secteur-là. Donc, malgré la hausse de taux d'intérêt, du budget publicitaire était encore présent, croissance des ventes. Mais la gestion des coûts, qui avait été, je dirais pas absente des grandes compagnies technologiques, mais c'était moins la priorité, est devenue la priorité. Et là, soudainement, on a des entreprises dans les grandes compagnies de technologie, croissance des ventes combinée avec une coupure des dépenses, ça amène des bénéfices démesurés par rapport à ce qu'on avait observé dans le passé. Puis si je combine à ça une thématique, puis je suis sûr que tu vas vouloir en parler, c'est l'intelligence artificielle, puisque ChatGPT avait été lancé vers la fin de 2022, puis on a vu aussi NVIDIA, pour d'autres raisons, progresser. Les grandes compagnies technologiques, les techs, ça a été vraiment payant, puis c'est pour ça que nous, on a eu un rendement. Si je prends l'ensemble de nos clients qui font de la sélection de titres individuels, en moyenne, ont un gain, là, au moment où on se parle, on est à mi-décembre, d'à peu près 25 cette année. Ça a été vraiment propulsé par le secteur des technologies, définitivement. De l'autre côté, moi, si tu veux parler des déceptions, il y a aussi des déceptions. Ça a été vraiment tout ce qui touche la décarbonisation. Parce que durant la crise, le conflit géopolitique qu'il y a en Ukraine, on a vu vraiment des intentions de plusieurs paliers de gouvernement, c'est de profiter de cette occasion-là, d'aller chercher d'autres sources d'énergie, puis tant qu'à miser là-dessus, miser principalement sur l'énergie propre. Et il y a beaucoup de technologies qui gravitent autour de stratégies de décarbonisation. Mais là, ça a été complètement l'inverse. Ce secteur-là a vécu vraiment une inflation des coûts. Puis dans un monde où les taux d'intérêt augmentent, ces grands projets-là d'infrastructure ont besoin de financement, puis les modèles ne fonctionnaient plus, jusqu'au consommateur qui est peut-être prêt, exemple, aux États-Unis à investir pour avoir de l'énergie solaire. Puis quand ton taux hypothécaire augmente à ce point-là, peut-être tu vas mettre sur la glace plusieurs projets de rénovation aux États-Unis. Ce qui fait que ça a été, à l'inverse, le secteur qui a été le plus impacté, à mon avis, qui nous a nuit de notre côté. Là. Oui, continue, je suis curieux. Il y a d'autres secteurs également, je serais curieux de t'entendre. L'autre point, moi, je te dirais, puis ça va être aussi à surveiller en 2024, je te dirais, puis on le voit plus. Là, on a eu une grosse saison des résultats au dernier trimestre. C'est la consommation. Parce que dans la première moitié de l'année, on se disait, écoute, les taux d'intérêt augmentent, c'est sûr que ça va affecter l'économie, puis le consommateur a priori. Puis ça a été une grosse surprise. Écoute, 2023, là, tu regardes les données au niveau du voyage, au niveau de la consommation, même certaines grandes chaînes de restauration ont publié vraiment des bons résultats. Le consommateur a été beaucoup plus robuste qu'on avait l'imaginé. Surtout parce que moi, ce que je soupçonne, c'est qu'il y avait encore des extras de liquidité de 2021 puis de 2022. Mais là, ce qu'on commence à observer, c'est que là, ça s'essouffle.
Quand on regarde les détaillants, surtout au Canada, où on est plus impacté par la hausse du taux directeur parce que, entre autres, le consommateur ici, il a une hypothèque, puis il n'y a pas un taux fixe pendant 30 ans, puis où il regarde le taux monter, là, puis il est à l'abri de ça, il le vit en direct. Bien, là, on commence vraiment à avoir des marques de commerce de qualité, vraiment revoir à la baisse leur projection pour 2024. Ils gèrent les attentes. Donc, je ne serais pas étonné que finalement, on commence à voir le résultat de la médecine des banques centrales là, à partir de cet hiver puis en début de l'année prochaine, où tu vas voir des belles marques de commerce quand même passer des périodes plus difficiles. Ultimement, ça va être des occasions d'achat, comme le secteur technologie en 2022. Mais c'est vraiment le secteur qui m'a surpris par sa résilience pendant une grande portion de 2023. Là. Hmm. Puis avant d'en parler, parce qu'effectivement, je pense que tout ce qui se déroule au niveau de la consommation, les taux d'intérêt, le taux de chômage, c'est quelque chose qui va ensemble et qui va sûrement dicter un petit peu ce qui va se dérouler en 2024. Mais j'aimerais revenir peut-être un petit peu à 2023. Donc, te parler secteur technologique. On est content, mais on en a parlé plusieurs fois sur le podcast. C'était le fameux Magnifique 7 et même que tu avais trouvé une nouvelle expression, le S&P 493. Si on regarde le reste des grandes entreprises qui font partie des 500 entreprises, mais pas de ces 7 grandes organisations-là qui sont Amazon, Microsoft, Google, Meta, Tesla, Nvidia et quel est le dernier? T'as-tu C'est mentionné Alphabet? Alphabet. Bon, en tout cas, je pense que vous... Ah, puis Ouais. Apple. Il y a Apple que j'oubliais. OK. La plus petite de la gang. Bon, donc, il y a ces 7 organisations-là qui ont été en forte croissance cette année, mais le reste Ouais, ça peut bouger. a pas tellement bougé. Donc, il faut pas non plus se voiler la face et penser que tout a été en forte croissance. Le S&P 500 en date du 13 décembre 2023, c'est quoi son pourcentage de l'année jusqu'à maintenant? Simon, je sais pas si tu l'as sous la main. Tu me mets sur le spot là, en ce On va moment. Mais regarder en je veux même dire, temps. on est autour de 17 à 20 là, dans l'ensemble du. Mais comme tu dis, c'est lorsqu'on commence à ventiler, ce qui a vraiment amené à la hausse le marché, c'est la poignée de titres que tu as listé. Parce que le reste du marché, là, les autres, ils ont fait que du surplace. Exact. Donc, c'est pour dire un peu que au final, on pense que tout a été excessivement bon cette année, mais c'est pas le cas. Il y a certaines organisations vraiment qui ont été capables de tirer les autres vers l'avant. Donc, ça, je pense que c'est un point à garder en tête. Avant de passer à 2024, quoi d'autre qui a marqué ton imaginaire en 2023? Peut-être que tu pourrais partager avec notre audience des apprentissages, des leçons, des trucs que peut-être tu ferais différemment l'année prochaine? Au niveau des apprentissages qu'on observe dans le marché, c'est on regarde vraiment il y a un gros écart de performance entre le Canada et les États-Unis. Puis, depuis 10 ans, quelqu'un qui a investi dans le S&P 500, il a vraiment été chercher une performance nettement supérieure au Canada. Mais il ne faut pas oublier que il y a des virements de situation. À un moment donné, là, des grandes tendances, ça s'inverse. Puis moi, ce qui m'étonne encore, c'est à quel point le Canada a encore une escompte quand même impressionnante. Parce que pendant qu'on a on a revu un rebond dans le secteur des techs aux États-Unis, puis des multiples, il y a des investisseurs américains qui investissent dans des bonnes compagnies canadiennes en technologie qui avaient quitté et ne sont pas revenus. Puis, il y a aussi un autre constat qu'on regarde, c'est que les grands fonds de pension, puis je pense que la Caisse de dépôt et du placement au Québec est vraiment différente parce qu'elle a un mandat d'investir dans notre économie locale, mais les autres fonds de pension, de moins en moins, investissent au Canada pour la portion d'investissement public, puis mondialisent leur portefeuille. Mais à un certain moment, il faut investir dans notre économie, puis les Canadiens ont la première responsabilité de le faire. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que même chose dans le secteur du pétrole, que le Canada est important. Aux États-Unis, on a une belle montée, beaucoup de fusions et acquisitions. Dans des projets d'énergie propre aussi, le Canada, on a encore un gros écart. Puis j'avais pris une exposition un petit peu plus élevée au marché canadien par rapport à les 10 dernières années. Puis j'y crois encore, puis je pense que ça va être payant en 2024. Mais ma plus grosse observation, c'est on paye un escompte quand on investit au Canada, mais on garde l'escompte jusqu'à présent. Puis je pense que c'est important justement de jeter la lumière là-dessus pour finalement, pour dire on doit être compétitif, il faut investir dans les entreprises locales, puis on mérite d'avoir des multiples, des valorisations qui sont égales aux États-Unis quand les entreprises donnent des résultats similaires. Hmm. Et parlons-en dans ce cas-là du Canada, on va amener ça à 2024 maintenant. On en a parlé, peut-être que la récession, la crise économique se fait davantage sentir ici. Quelques chiffres que je vais sortir à notre audience et qui va amener peut-être à parler de ce qu'on s'attend de voir dans les prochains mois. Donc, je vais essayer de commencer avec des chiffres qui parlent davantage du taux de chômage. Donc, pour vous donner un peu de contexte, en
Septembre, le taux de chômage était à 4,4 a monté en octobre à 4,9 et au mois de novembre, le taux de chômage au Québec, encore une fois, est monté de 0,3 points pour atteindre 5,2. Ça peut paraître comme des petits chiffres, mais ça a un gros impact globalement. Le plein emploi, et corrige-moi si je me trompe, Simon, est habituellement orienté à 5. Donc là, on n'est plus dans une économie, théoriquement, si on se fie au mois de novembre, en plein emploi. Ça reste pas dramatique si on regarde à 2010. Je pense qu'au Canada ou au Québec même, il y avait des taux de chômage qui variaient entre 8 et 9. Donc, ce n'est pas dramatique, mais clairement, là, on voit un changement qui est quand même assez rapide. Tu le disais, des entreprises proches de toi, qu'on discute avec des gens proches de nous, il semble y avoir une baisse au niveau de la consommation et on est dans une saison forte en plus pour les commerçants. Ta vision, est-ce que tout ça te donne une vision un peu plus pessimiste pour l'année prochaine pour le Québec, Canada seulement? Je serais curieux de t'entendre ici. On s'attendait justement que la médecine des banques centrales fasse leur effet, puis ça a pris plus de temps qu'on le pense, mais là, je pense qu'on commence vraiment à le voir. Donc, je serais pas étonné que, comme tu l'as mentionné, c'est des anecdotes, mais quand on a beaucoup d'entrepreneurs dans la province du Québec, puis là, on parle du Québec ici, puis c'est vrai que des sociétés qui n'y avait pas d'enjeu de financement commencent à vivre des enjeux de financement. Des sociétés qui touchent le consommateur, que ce soit la vente au détail, la consommation de biens, que ce soit le voyage, que ce soit la restauration, commencent vraiment à avoir des impacts qu'ils n'ont pas vus depuis 10 ans. Puis ça, c'est pas surprenant. Les banques centrales montrent le taux d'intérêt, le taux directeur, c'est pour ralentir l'économie. Puis la première chose qui va être impactée, c'est la dépense discrétionnaire. C'est en périphérie, puis ça, on le voit en ce moment. Puis ça, on combine ça, c'est que là, on voit des entreprises qui font des coupures. Bon, c'est sûr qu'il y a des fois, les entreprises, ils profitent un peu de ces situations-là pour faire un certain ménage dans une catégorie d'employés qui doit être laissée aller. Et là, on voit vraiment un taux de chômage progresser. Comme tu as dit, il ne faut pas être alarmiste parce qu'on touche le plein emploi encore aujourd'hui, mais par contre, il faut regarder cette donnée-là. Parce que si ça continuerait de progresser et toucher un 6,5 ces gens-là, vont avoir de la misère à se repositionner, peut-être rapidement dans l'économie, puis ça va avoir un impact pour eux personnellement, puis pour l'économie. Mais je pense que 2024 va être l'année où finalement, on commence vraiment à voir l'impact de la hausse de taux d'intérêt, en particulier au Québec puis au Canada par rapport aux voisins du Sud. Définitivement. C'est quelque chose qu'on peut clairement sentir. Personnellement, et j'en parlais, je pense, sur un podcast récemment avec Jonathan Léveillé, moi, j'ai jamais vu autant de joueurs dans ma catégorie disponibles pour un nouvel emploi et je ne l'ai jamais vu. Depuis que je suis en affaires, habituellement, ces joueurs-là, plusieurs années d'expérience, seniors, directeurs, 10 ans derrière la cravate, décidaient où est-ce qu'ils s'en allaient à une semaine près. C'est-à-dire, si j'ai pas un emploi ici, je vais l'avoir là-bas. Et c'était davantage eux qui étaient capables de dicter un peu quel allait être leur prochain emploi ou même leur emploi présent. Dynamique sensiblement inversée, ou du moins qui commence à s'inverser ici, là. Si on ramène ça au niveau des marchés publics, la réaction du marché peut être contre-intuitive. Parce que des mauvaises nouvelles économiques vont confirmer aux investisseurs qu'on va enfin voir une baisse du taux d'intérêt. Ça va aider les détenteurs d'hypothèques. C'est 28 des Canadiens ont une hypothèque à taux variable. Puis, dans les détenteurs d'hypothèques, il y a 13 de cette personne-là qui va vivre un renouvellement hypothécaire en 2024. Ces gens-là, je pense qu'ils vont accueillir favorablement une baisse du taux d'intérêt. Puis le marché, c'est pareil. Comme on l'a vu au mois de novembre, les taux ont baissé, le marché, lui, a été propulsé à la hausse. Là où ça serait dangereux, c'est si l'économie basculerait dans une récession vraiment sévère. Mais je pense que les données qui vont être importantes de regarder, c'est les salaires réels, net après inflation, sont nettement encore plus élevés que ce qu'on avait en 2019. Puis si le taux de chômage reste relativement dans les cibles qu'on est actuellement, ça va être une économie plus sobre, mais ça va être une économie quand même où on peut s'en sortir à l'intérieur de l'année si la Banque centrale pivote. Puis elle a été la première au Canada à augmenter le taux d'intérêt, puis elle l'a fait, écoute, en juillet 2022, ça avait été une hausse de 1 d'un coup. Donc moi, je serais curieux de voir les prochaines réunions. Il va y en avoir une en janvier de mémoire, puis une en mars. Je ne serais pas étonné qu'au mois de mars, on commence à avoir une banque centrale qui fait un volte-face, puis ça va être accueilli par la communauté des investisseurs, par les entreprises qui ont besoin de financement, puis par le consommateur. Puis je rebondis sur ce que tu as dit, comme quoi que ça peut être contre-intuitif avec le marché boursier pour ce que tu as dit, parce qu'effectivement, si on sent qu'il y a un peu des enjeux économiques, des enjeux au niveau de l'emploi, le taux directeur, habituellement, c'est là qu'il va y avoir des changements, il va retourner un peu plus à la baisse et les marchés peuvent s'enflammer avec ça. Et également, soyons honnêtes, le deuxième point qui est relié à ça, c'est que le marché des investisseurs aime voir depuis
1 an et 2 ans maintenant, les entreprises, paradoxalement, faire des coupures. Je prends l'exemple de Spotify qui a averti ses employés le 1er décembre, si ma mémoire est bonne, qu'elle allait licencier 1500 personnes pour atteindre ultimement une profitabilité. Profitabilité qui d'ailleurs, on n'en avait pas parlé au dernier épisode, mais c'était un des premiers trimestres, je pense, de l'histoire de Spotify qu'ils atteignaient la profitabilité, 67 millions de bénéfices nets qu'ils ont été capables de faire pour 3,3 milliards de revenus générés. Donc, c'est un trimestre quand même assez intéressant. Et ils prennent la décision début décembre de licencier 1500 personnes et l'action passe de 180 $ le jour de l'annonce et le lendemain ou le surlendemain, on était rendu à 194, 199 et ça continue de monter. L'action se transige à 200 $ au moment où on se parle en l'espace d'une dizaine de jours. Et ça, c'est l'exemple de Spotify, mais Simon l'a vu avec Meta, encore une fois, que c'est une des raisons pourquoi que le stock a autant monté cette année, c'est parce qu'ils ont envoyé 17 000 personnes. Amazon, Google, je pense que c'est simplement Apple qui ne s'est pas prêté au jeu. Oui, exact. Il faut mettre un petit astérix parce que ces annonces-là, ça fait vraiment un beau coup, mais souvent, après, on dit, bon, ben, sont où les fameuses mises à pied, puis sont plus dures à trouver d'une manière tangible. Souvent, ça se fait par attrition ou s'ils changent de département. Mais je suis d'accord avec toi que la communauté d'investisseurs, surtout en technologie, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ton podcast, sont attirés par le secteur des techs. La communauté d'investisseurs a vraiment donné le ton, puis la gouvernance revient vraiment vers une croissance, oui, une croissance rentable, ce qui fait qu'il y a des chiffres de croissance de 40-50 %, c'est très difficile à avoir dans ce contexte-là, mais on voit une croissance à du 20 % dans plusieurs compagnies technologiques. C'est quand même très satisfaisant, dans un contexte que ça se fait de manière rentable. Et peut-être je continue un peu avec le Canada et on retournera avec le marché boursier, avec ta vision et tes prédictions, ou du moins ton tempo que tu pourras donner à 2024, parce que je sais que tu n'es pas quelqu'un qui aime faire les grandes prédictions comme certaines autres personnes dans le secteur. Mais bon, il y a un point que j'aimerais parler avec toi. Il y a une étude qui est sortie récemment et on mettra un lien dans les notes de l'épisode qui démontrait qu'un entrepreneur sur deux ne sera pas capable de repayer le fameux 60 000 $ qui s'est fait donner par le gouvernement, je pense que c'est au début de la COVID. Et finalement, les entreprises, ils pouvaient redonner simplement 40 000 $, donc garder 20 000 $ dans leur poche. C'était un prêt également sous forme de subvention ou de don littéralement. Là. Mais là, une entreprise sur deux, Simon, n'est pas capable de rembourser ça. Ça en dit long également sur l'économie et sur comment les gens, ça se déroule dans leurs entreprises au Québec. Là. Oui, puis il ne faut pas oublier, par contre, le persona, c'est soit la petite entreprise, une personne travailleur autonome avec une petite équipe. Ces gens-là ont vécu bien des enjeux, puis c'est difficile des fois d'avoir une rigueur comparativement à une grande entreprise qui a un département des finances qui va faire une gestion saine. Donc, je pense que c'est aussi le reflet de l'entrepreneuriat qu'on voit, puis ces gens-là, ben, malheureusement, vivent vraiment une mauvaise surprise de ce côté-là. Puis oui, dans une certaine mesure, ça peut refléter quand même la précarité financière de bien des entrepreneurs vivent là, au quotidien dans ce genre de créneau-là. Et bon, marché public américain, lui, qui a tant accéléré dans la dernière année, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va encore voir les magnifiques 7, peut-être devenir les magnifiques 10, ou peut-être simplement retourner à 4 et 5 et les appeler les GAFA comme dans les années précédentes? Vision globale, comment vois-tu le tout? À 30 000 pieds, moi, comme on en a parlé tout à l'heure, mais le fameux S&P 493, il me fait des beaux yeux parce qu'il n'a pas augmenté cette année. Puis pourtant, les entreprises, ils ont quand même bien tiré leur épingle du jeu. Puis mais les meilleurs coups que j'ai faits en bourse, c'est quand une situation devient une situation qui semble dramatique et soudainement moins pire qu'anticipé, c'est là qu'on a des beaux gains. Puis honnêtement, aux États-Unis, là, on parle du Québec, mais aux États-Unis, l'économie est vibrante. Exactement. On ne sent pas la récession aux États-Unis, pas du tout en ce moment-là. Ah non, 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 c'est ça, pas du tout, pas du tout. Fait que ton consommateur ne vit pas une hausse de taux d'intérêt, il a moins de dettes, il gagne bien sa vie. On ramène la fabrication en Amérique du Nord. La Maison-Blanche, elle a vraiment développé des enveloppes totalisant 400 milliards pour ramener de l'emploi. Ils sont proactifs sur la décarbonisation de différentes manières. Donc, l'économie vibre là-bas. Donc, si les investisseurs croient encore qu'il y a une croissance économique aux États-Unis, puis là, on cible à peu près entre 1 et 2 3 ce qui est pas mal mieux que n'importe où ailleurs, ben, je pense que les investisseurs vont dire, OK, y a-t-il d'autres thématiques ou d'autres entreprises que mon fameux Magnifique 7? Puis c'est là que je pense que ces compagnies-là vont devenir plus séduisantes. Surtout aussi que, tu sais, je donne un exemple. Une des thématiques qui m'intéresse, c'est l'intelligence artificielle pour les prochaines années. Puis c'est pas galvaudé comme expression parce qu'on voit en ce moment
Il y a des sociétés comme NVIDIA qui ont vraiment bâti des plateformes pour accompagner les entrepreneurs, parce qu'ils ont non seulement les serveurs, les microprocesseurs, ils ont le logiciel pour coder, etc. Mais là, on voit des entreprises en TI qui aident les entreprises à dompter cette fameuse bête-là d'intelligence artificielle générative, puis dire comment je peux appliquer ça. Et là, je pense, dans une deuxième phase, il va y avoir des compagnies justement dans le secteur des TI qui sont plus petites, mais qui sont des sociétés d'avenir qui vont vraiment prendre la main des entreprises, des multinationales, puis vont dire, écoute, tu dois faire ta recette à l'interne avec la protection de tes données, puis on va t'accompagner là-dedans. C'est que ça, c'est vraiment un secteur, je pense, qui continue de m'interpeller. L'autre point, moi, je regarde, si on ramène ça au Canada aussi. Canada, la bourse canadienne, c'est une drôle de bête parce que c'est pas le reflet de l'économie canadienne. Tu sais, le tiers de l'indice, c'est des banques, il y a beaucoup de compagnies de matières premières, etc. Mais dans les matières premières, les gens sous-estiment à quel point le fait qu'on veut décarboner, là, juste le cuivre, là, ce qu'on a besoin pour les 20 prochaines années, c'est phénoménal. On a besoin aussi de métaux stratégiques pour décarboner. Puis par le fait même, dans des commodités plus traditionnelles comme du gaz naturel puis le pétrole, on a des bassins de pétrole conventionnels. Puis on commence à faire de la capture de carbone. Puis là, pour la première fois, ce qu'on va parler davantage en 2024, c'est que notre pétrole, enfin, on peut l'exporter. Puis on peut exporter notre gaz naturel vers l'Asie parce qu'on commence à avoir des pipelines qui se terminent puis des ports d'exportation qui se complètent. Et entre autres, le gaz naturel, ça fait partie de la solution. 40% de l'énergie déployée en Asie, c'est du charbon. Ben, convertir au gaz naturel, ça fait partie d'une solution pragmatique. Donc 2024, moi, je te dirais, là, il y a des méga tendances qui sont lourdes, qui vont rester. Volonté de décarboner, volonté de ramener de la fabrication. On a une immigration au Canada qui va rester. Puis ça, c'est des tendances qu'on peut se positionner pour tirer avantage. Fait que le complexe, je parlais entre autres aussi industriel, va être favorisé. Ce que je vais surveiller, et on en parlait un peu tantôt, mais le consommateur, là, je pense vraiment, va vivre davantage l'impact de la hausse de taux d'intérêt. Puis il y a bien des marques de commerce fantastiques qui vont vivre des périodes difficiles, mais qu'on sait qu'ils peuvent passer au travers. Puis sur faiblesse, c'est sûr que j'aimerais, dans la deuxième moitié de 2024, peu importe comment ça se présente, l'opportunité, c'est garnir le portefeuille des clients avec des marques de commerce intemporelles de haute qualité, puis profiter justement de ces replis-là. Ces replis-là, parce que tu vas sentir une bonne escompte sur le marché. C'est ça un peu que tu vois de ton côté? Ben, on commence déjà à voir, tu sais, beaucoup de sociétés de grande taille américaines qui ont des marques de commerce très établies. Puis au dernier trimestre, là, ça a été un peu un reality check, tu sais, de dire aux investisseurs, écoute, les inventaires s'additionnent, on doit Mhm. liquider nos Exact. inventaires avant de renflouer nos commandes. Ça laisse présager que la consommation commence à ralentir. Puis là, je pense que quand on va avoir les données économiques nationales, autant au Canada, aux États-Unis, on va commencer vraiment à avoir la confirmation que c'est le cas, plutôt que ce soit l'anecdote de quelques PDG de société. Puis ça va mettre un certain pessimisme sur tout le secteur en entier, là. Et Simon, dis-moi, juste pour être certain qu'on parle le bon langage avec les bons chiffres pour notre audience aujourd'hui, une récession, spécifiquement, peux-tu expliquer à notre audience qu'est-ce qu'on calcule habituellement pour dire qu'on est dans une récession? La deuxième question, plutôt la sous-question, sommes-nous en ce moment dans une récession? Ça, c'est une grande polémique, OK? Il y a des débats, OK? Parce que c'est certain que les premiers ministres ou les présidents de nations ne veulent pas officialiser qu'on est en récession, puis la définition varie. Moi, je dirais, ce qu'on pourrait voir en première étape, je dis à mes clients, je dis, il y a une récession avec un R minuscule ou un R majuscule. Un R minuscule, ce que probablement on pourrait vivre au Canada, c'est une récession technique. Donc, on voit le PIB, la croissance économique, pendant une période de 6 mois, contracté. Ça, je pense que c'est réaliste. Puis là, il y a des gens qui les partis de l'opposition vont dire c'est une récession, puis là, il va y avoir le débat. Mais ça, c'est une récession, c'est un ralentissement économique. Mais là, il faut faire attention parce que c'est quoi nos comparables? Écoute, 2021, en particulier 2021, 2022, ça a été des économies où ça roulait vraiment fort. Donc, ça serait pas étonnant. Là où on aurait vraiment une récession sévère avec mon R majuscule, c'est lorsqu'on voit vraiment d'autres indicateurs s'ajouter. Et là, on en parlait tantôt, le taux de chômage. Il faut que tu regardes le taux de chômage. Si le taux de chômage continue de grimper au-dessus de 6%, là, on pourrait commencer à dire que la récession est plus importante, puis ses ramifications sont plus importantes. Donc, je dirais pour le commun des mortels, suivez le PIB les prochains trimestres, suivez le taux de chômage, puis ça va vous donner le pouls de où l'économie se dirige. Et bon, si on regarde un peu le PIB au deuxième trimestre, si je ne me trompe pas,
Canada en 2023 était de 0,2 donc il s'est contracté. Bien entendu, on n'a pas les données encore pour le trimestre dans lequel on est en train de vivre. Il va se terminer en quelques semaines. Donc, il s'est contracté. Et s'est-il contracté à l'autre trimestre auparavant également? Est-ce que ça fait 2 trimestres de suite qu'il se contracte? Je pourrais pas dire les chiffres précisément, mais je te dirais que là, le consensus pour 2024, là, en ce moment, au Canada, c'est une croissance du PIB, mais de 0,6. Et ça veut dire ton 0,6 c'est pas linéaire à chaque trimestre. Probablement, ça sous-entend une contraction dans la première moitié de l'année, suivie d'une croissance dans la deuxième moitié, ce qui fait à peu près un PIB annuel autour de 0,6. Ça reste des projections. Puis tu sais, l'autre point, on a besoin d'une dose d'humilité quand on fait ces projections-là. Puis pour ça, moi, j'aime moins les projections, c'est que ce qu'on vit actuellement, là, je dirais, on recule dans l'histoire, puis présentement, un environnement similaire où tu as le type d'endettement qu'on a, des budgets fédéraux, même aux États-Unis, qui sont négatifs en période de croissance économique, la vigueur de la hausse de taux d'intérêt. On n'a pas d'échantillon. Puis là, à l'inverse, l'autre côté, puis ça, on n'en a pas parlé, mais c'est plus théorique, mais on fait des gains de productivité. Aux États-Unis, là, l'automatisation dans le secteur manufacturier, c'est phénoménal. On parle d'outils comme l'intelligence artificielle qu'on commence juste à voir. On commence à faire des gains de productivité. Puis ça, le gain de productivité, ça t'aide parce que tu produis plus, mais la croissance des coûts ne suivent pas, ce qui fait que tu as un gain. Et là, vu que l'offre augmente, même si les salaires augmentent, ben ton inflation, elle ne galope pas. Donc, tout ça pour dire que le contexte qu'on est, on n'a pas de référent. Donc, moi, je dis aux gens, là, je dis, prenez avec un gros grain de sel les projections. Ce qu'on voit en temps réel au Canada, on voit un consommateur qui ralentit sa consommation. Puis je ne serais pas étonné de voir une banque centrale qui baisse son taux directeur. Avec quelle vitesse? Ben, ça va dépendre des données économiques qu'on va observer là, dans le prochain trimestre. Les taux de crédit au Canada, les cartes de crédit pour les consommateurs au Canada, excluant les hypothèques, sont à leur plus haut taux qu'ils ne l'ont jamais été. On parle d'une dette moyenne par habitant au Canada en ce moment de plus de 21 300 $. Encore une fois, je le répète, excluant les hypothèques. Ça, c'est les plus hauts taux qui ont été vus. Donc, clairement, il y a plusieurs indicateurs qui démontrent hors de tout doute que le consommateur a un pouvoir d'achat qui est impacté. Et ça, bien entendu, à un certain point, comme quand l'inflation et la consommation surchauffaient et que le gouvernement devait intervenir, eh bien, c'est la même chose qui va se dérouler quand le consommateur n'est plus capable nécessairement d'acheter autant qu'auparavant. Comme tu le dis, les taux risquent ultimement Q1, Q2 baisser. On risque de le voir assez rapidement aussi, là. Oui, ouais, c'est ça. Le service de la dette, en ce moment, est le plus élevé jamais observé. Il faut remonter à peu près à 2006 au Canada. Là. Ça veut dire que c'est la portion du salaire que les gens dédient au paiement d'engagements financiers pour payer leur passif. Puis le gros du facteur, c'est la hausse du taux d'intérêt. Puis ça aussi, ça pèse dans les fameuses données d'inflation. Tu sais, on dit que l'inflation est à 3 mais c'est sûr que dans ton panier au Canada, on prend le prix moyen d'une hypothèque. Bien, avec la hausse de taux d'intérêt, ça donne une grosse inflation. Quand tu exclues ça, l'inflation commence vraiment à revenir dans les cibles. Donc, ça réitère, moi, l'idée que je pense que les taux vont se calmer. Puis ça, si la Banque du Canada réagit assez vite, ça peut vraiment nous permettre d'atterrir en douceur. Mais c'est vraiment pas évident le travail qu'ils ont à faire parce que, comme je dis, ils n'ont pas de référent. Donc, il y a une portion qui est jouée à l'oreille, littéralement. Là. Et je voudrais juste terminer là-dessus, Simon, parce que c'est un point que tu as mentionné plus tôt que je pense qui est assez fascinant et intéressant pour notre audience, que beaucoup de gens ne savent pas. La dynamique immobilière est totalement différente entre le Canada et les États-Unis. Peux-tu éclaircir un peu notre audience là-dessus et décortiquer la distinction qu'il y a au niveau des hypothèques dans la manière que ça fonctionne entre les taux fixes et les taux variables comparativement aux États-Unis? Oui, c'est ça, parce que les gens, là, ils comprennent mieux à quel point la hausse de 1 d'un taux directeur au Canada, ça fait vraiment différemment le consommateur canadien versus aux États-Unis. Puis aux États-Unis, la différence, c'est l'amortissement. Une hypothèque peut être amortie pendant 30 ans. Pas 25 ans, pas 20 ans, 30 ans. Fait que déjà, tes mensualités sont plus faibles. Deuxième point, ton intérêt que tu payes sur ton hypothèque est déductible d'impôt de tes revenus personnels. OK? Fait que c'est un gros plus. Puis finalement, on peut prévoir parce que le taux, on peut choisir de le fixer pendant 30 ans. Donc, si on regarde 2019 jusqu'à moitié de 2022, là, en moyenne, le taux de fixe 30 ans aux États-Unis était de 4 Donc, un Américain qui achète sa résidence, il se bloque à un taux déductible d'impôt de moins de 4 pour les 30 prochaines années. Il sait à quoi s'attendre. Quand il fait l'achat de sa résidence, bien, il peut mieux budgéter, il sait à quoi s'en tenir. Et là, en ce moment, le même hypothèque est à au-dessus de 7 Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Bien, le consommateur, il ne vend pas sa maison parce qu'il n'a pas le goût de renouveler pour du 7 mais au moins, Il la garde. oui, il la garde. Puis sa plus grosse dépense, elle n'a pas bougé.
Au Canada, tu as un Canadien sur 4 qui il y a une maison qui est payée. Tu as 40 des Canadiens qui sont en loyer. Puis là, il te reste 35 des autres Canadiens. Dans ce 35 %-là, tu as à peu près le quart. Eux autres, leur taux, c'est un taux variable, c'est une marge de crédit hypothécaire. Puis ça, les Américains ne comprennent pas ça, parce que nous, on dit, ben non, mais nous, comment tu peux planifier les 25 prochaines années? Ben, on vit avec la réalité de la variation du taux. Et avoir pris un taux variable, ça fait depuis les années 80 que c'est gagnant au Canada, parce que les taux ne faisaient que baisser jusqu'en 2021. Fait que si tu as pris un taux variable, tu regardes 5 ans plus tard, depuis 30 ans, tu dis j'ai bien fait parce que depuis ce temps-là, le taux il a juste fait une chose, il a baissé. Une chose, j'ai pas pris un taux fixe 5 ans. Ça, c'est une personne sur 4 à peu près là, qui a une hypothèque. Puis le 3/4 des gens qui ont une hypothèque au Canada, ben eux, ils ont des taux renouvelables. Là, il y en a à peu près 1 sur 7 qui va vivre une hausse de taux cette année. Mais le gros de la vague, là, c'est 2025, 2026. Là, eux autres, il y a beaucoup de renouvellement de taux. Donc, je donne un exemple. Tu as acheté une maison 700 000 tu as mis 20 de mise de fonds. Quand le taux est à 2,5 comme on connaît depuis quelques années, ben tes mensualités, c'est 2 500 par mois. Et là, si tu renouvelles à 5,75, c'est pas 2 500, c'est 3 500 par mois. 1 000 de plus. C'est 40 d'augmentation. Ben, je suis convaincu que ces personnes-là, si c'est un couple, que les deux travaillent, comme au Québec, on a une force où les hommes et femmes là, ils participent à l'effort de travail, les deux gagnent des foyers, ben, ils peuvent passer au travers de ces dépenses-là, mais ils vont prendre des décisions financières pour couper ailleurs. Et c'est là que le marchand, que le commerce de détail, lui, va avoir une descente de ses ventes parce que le bien de commodité ne sera pas autant important pour le consommateur parce que, bien entendu, le 1 000 de plus qu'on avait dans nos poches, maintenant, on le met en hypothèque. On le met plus pour aller acheter du linge ou des choses qui peuvent ne pas nécessairement avoir un gros impact dans notre quotidien. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'un restaurateur, quelqu'un qui a une agence de voyage aux États-Unis, ben, vit pas son persona, il est différent par rapport au Canada. Puis au Canada, effectivement, on vit plus cette hausse-là du taux directeur. Fantastique. Simon Plante, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir. Je pense que ça a été super intéressant. On a décortiqué plusieurs points. Si on veut travailler avec toi, comment on fait pour te contacter? Groupeplante.ca, mais moi, ce que je vous inviterais à faire aussi, c'est aller sur la chaîne YouTube, juste appeler Groupe Plante, puis vous allez avoir notre chaîne YouTube où je fais un commentaire une fois par semaine. Puis d'ici là, j'espère que tu vas m'inviter, Antoine, en 2024. On n'aura pas le choix. Il y a trop de choses qui vont changer dans l'économie. Exact. On a besoin C'est d'un ça. expert dans le domaine. Donc oui, on va se reparler assez rapidement. Simon, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.